leader et bienvenue chez Sultan. Et aujourd'hui, on va parler du prêt immobilier. Mais avant de commencer, je vais demander à mon invité de se présenter et présenter son activité professionnelle. Salut Sultan, bonjour tout le monde, moi c'est Sandrine Marquis, j'ai 39 ans, je suis maman d'un petit garçon de 4 ans et je suis courtière en prêt immobilier et aussi parce que j'ai une deuxième activité, je suis traductrice. Aujourd'hui, je suis venue présenter mon activité. Avant, je vais vous parler un petit peu de mes intérêts dans ma vie. Je suis une grande passionnée déjà à la base. J'adore tout ce qui est activité manuelle, tout ce qui est artistique, la musique, le chant, le piano, etc. J'aime aussi les langues étrangères et le sport. Ça défoule bien, hein. Avec le métier qu'on fait, c'est pas mal. Donc du coup, voilà, moi je suis courtière en prêt et la base de mon métier en fait c'est l'accompagnement. Alors bien sûr on va aller négocier un prêt, c'est ce que on pense d'un courtier, mais pas que. C'est aussi de les rassurer parce qu'un prêt c'est stressant, c'est beaucoup d'enjeux, ce sont des gros chiffres, des durées, plein de choses. Et en fait moi le but c'est de les accompagner de A à Z, c'est-à-dire du moment où je les rencontre jusqu'à la signature notaire et souvent parfois après une petite coupe de champagne ou la crémaillère. Donc du coup c'est un tout, c'est du chiffre, c'est de l'humain surtout. Moi je privilégie beaucoup l'humain et voilà. Donc pour résumer, si j'ai bien compris, ton travail consiste à accompagner une personne dans son projet d'immobilier pour obtenir un crédit immobilier. Voilà, c'est ça. Il y a aussi donc, bien sûr le montage du dossier, négocier tout ce qu'on peut négocier. De toute façon, on est là pour ça, on y va à fond. Ouais. Et aussi, je vais servir d'intermédiaire entre tous les professionnels de l'immobilier qu'on va rencontrer, le notaire, le banquier. Et voilà, tout le monde, je sers de lien, je facilite aussi les démarches pour le client dans le sens où en fait, je dis souvent en rendez-vous, c'est le pack sérénité. Oui. C'est pour pallier au stress, c'est-à-dire que moi je leur apporte la connaissance et la technique et bien sûr les délais, tout ce qu'il y a à savoir dessus, et eux ils me drivent sur le projet puisque ça reste leur projet avant tout quoi. Comment tu as choisi le courtage? Alors en fait c'est une super question parce que j'ai pas du tout choisi le courtage. C'est le courtage qui est venu à moi par hasard en fait où j'ai été recrutée. Par mon expérience personnelle, dans le sens où j'ai acheté mon premier bien il y a très longtemps déjà. Je ne révélerai pas mon âge, mais bon, ça fait un moment. Et après, je l'ai revendu. J'ai fait un autre achat derrière, donc une maison. J'ai fait un rachat de prêt. J'ai délégué mon assurance. J'ai revendu ce bien et ensuite j'ai racheté ma maison, qui est la maison actuellement. Et je vais bientôt m'occuper de mes assurances. Voilà. Donc avec tout ça, comme je suis une grande pipelette, j'ai raconté ma vie et du coup j'ai rencontré la personne qui m'a recrutée. Ouais. Et en fait, en entendant tout ça, et bien sûr, en plus, je suis une nature à ne rien lâcher, je persévère et voilà, je suis assez fonceuse et je vais chercher l'info, je suis très curieuse aussi. Et tout ça, ça a mûri et je me suis dit, bon, peut-être, on va voir. Et en fait, je me suis jamais arrêtée, donc j'adore ça et c'est ma grande passion, quoi. Super. Et qu'est-ce que tu parles de passion, mais qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce métier? En fait, ta question elle est dure parce que j'aime tout en fait. Franchement, j'adore. En fait, en premier, vraiment, si je dois dire qu'est-ce que j'aime le plus, ouais, c'est le relationnel. Que ce soit avec les clients ou avec les pros, en fait, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et même, en fait, ma vie pro se recroise avec ma vie perso, parce que je suis dans le pro, je suis relativement pareil dans le perso. Ouais. J'adore le contact et déjà, j'ai beaucoup de mal à pas m'attacher à mes clients, ouais, ou même tous les gens avec qui que je travaille au quotidien. J'aime bien rigoler aussi, j'aime bien un peu de la détente parce que c'est quand même sympa de travailler en rigolant ou en sifflant en travaillant sans citer personne. Et en fait c'est vrai que déjà ouais c'est chouette parce que c'est riche émotionnellement, humainement et voilà, j'ai la chance en plus d'avoir les clients que peut-être que je mérite, mais en tout cas des super clients, des gens adorables et ça donne encore plus envie de se battre pour eux. Donc je dirais ça en premier. Après alors bien sûr je vais dire la base c'est d'avoir un accord, hein, c'est un peu la base,
base. Ça c'est le truc où c'est ouais je l'ai eu, c'est trop bien. Mais c'est pas forcément ça que je mettrai en premier. C'est surtout ça, c'est le fait que mes journées ne se ressemblent pas, une sorte de liberté aussi, d'aller un peu pas n'importe où, mais demain j'ai rendez-vous notaire, après il y a rendez-vous banque ou rendez-vous client, ou je dois faire un montage de dossier, c'est-à-dire annualiser le dossier pour l'envoyer en banque. Plein de choses en fait où voilà, c'est une vie vraiment très très variée, j'aime beaucoup. Donc tout d'abord c'est relationnel, et puis accomplissement d'une mission. Ouais, c'est ça, exactement. Et je pense qu'il va y en avoir encore beaucoup, mais c'est vrai que là tout de suite comme ça, ce qui me connecte le plus c'est ça. Et c'est vraiment d'avoir un peu eu du challenge aussi, parce que alors, ça c'est quand même un métier à challenge, et bien sûr que ce challenge s'accomplisse, ça c'est génial, parce que en fait il y a le stress de je vais pas y arriver, non c'est même pas je vais pas y arriver, mais ça met un peu la pression, et en fait de se dire j'ai réussi, c'est trop bien. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence dans le métier? Ouais, il y en a, mais pour moi il y a de la place pour tout le monde. Enfin moi je me bats absolument pas pour m'arracher le plus de place possible. Au contraire, moi c'est pas que je copine avec tout le monde, mais je suis pas du tout dans garder tous mes trucs. Je veux dire, moi j'ai le secteur de Beauvais, c'est quand même tellement grand que j'ai même pas déjà le temps de tout faire. Donc c'est puis il y a pas de raison en fait. Enfin voilà, c'est pas tout le monde est gentil, mais quand même, je sais pas, la vie est déjà assez dure. C'est pas la peine de s'arracher non plus et de se tirer dans les pattes. Enfin moi c'est pas du tout c'est pas du tout ma mentalité. Qu'est-ce qui est alors le plus dur d'un courtage? Alors le plus dur, je dirais, alors il y a plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est le contexte. Le contexte qui change tout le temps, mais c'est vrai que celui-là, en particulier aujourd'hui, est compliqué, pas forcément impossible. Ça, c'est pas évident, mais après, c'est pas quelque chose qui m'arrête, parce que en fait, la base de notre métier, c'est aussi de se renouveler tout le temps. Déjà, le marché est tout le temps en mouvement. Les lois qui passent, qui n'existaient pas hier, en fait, aujourd'hui, on peut plus faire ce qu'on pouvait hier. Donc c'est pas grave, en fait, on s'adapte, faut être curieux, faut rien lâcher, et trouver toujours de nouvelles solutions. Alors chez nous, ça va être surtout trouver tout le temps des solutions avec les partenaires bancaires, les banques, parce que aujourd'hui on peut, demain on peut peut-être plus. Donc faut vraiment trouver tout le temps des choses, et on se partage beaucoup des infos chez Credissimo, et voilà, faut être curieux, franchement, et aussi parfois c'est là j'en perds mes mots, mais c'est la pression de faire signer un compromis, parce que moi je suis les clients souvent avant, et quand je leur dis oui c'est bon, je suis toujours un peu hésitante, oui je pense que c'est bon, mais en fait je suis sûre à 1000%, mais j'ai toujours peur. Ce moment-là il me stresse le plus, et en fait une fois qu'il est signé, en fait ça va, après je continue normalement. Mais ça c'est pas évident. Après aussi il faut aller chercher du travail tout le temps, on reste indépendant, donc faut toujours ne rien lâcher. Je crois qu'on a compris l'idée. La prospection, et vraiment c'est un peu penser métier tout le temps, c'est-à-dire que moi comme je suis passionnée de mon métier, j'en parle tout le temps, même quand je suis en réunion de famille ou entre amis, etc. Aller chercher du dossier un peu, c'est ça aussi. C'est moi il m'est arrivé plein de fois de récupérer les dossiers de proches ou autres, parce que je suis très bavarde en fait, donc ça sert aussi. Ça sert, donc voilà, je pense que c'est pas évident. Après il y a beaucoup plus que de difficultés en fait, je trouve, à mes yeux. Après c'est propre à chacun, mais en tout cas c'est ça en fait. Quelle est ta journée type alors? Comment tu commences ta journée? Comment tu termines la journée? Alors déjà, j'ai pas de journée type du tout. Je peux même pas savoir là ce que je vais faire demain, vraiment, sauf quand je verrai mon agenda. En fait, on va dire, ma journée type, elle commence la veille, où déjà je vais ouvrir mon agenda et je vais regarder ce qui se passe demain. Parce que, on va dire, j'ai beaucoup de mémoire dans mon métier, mais pour déléguer et décharger un petit peu, pour permettre de dormir un peu aussi, j'écris tout. Études de dossier, prospection aussi, ou de la paperasse administrative pour gérer mon activité, ou alors aussi me laisser un petit créneau, je sais pas, tiens là faut que je fasse telle chose pour ma vie perso aussi, parce qu'il faut pas s'oublier non plus. Donc il y a ça. Alors je n'oublie pas de manger, je n'oublie pas de dormir, mais ma journée en fait se termine quand ma to-do list est cochée partout, en tout cas mes priorités dans la journée. Alors ça dépend, des fois ça peut être à 18h, parfois
souvent c'est 20h ou même plus tard, mais je m'arrange pour ne pas enchaîner plusieurs journées beaucoup trop tard, enfin où je finis beaucoup trop tard. J'essaie d'équilibrer tout ça de manière à tenir aussi et avoir vraiment un équilibre dans ma vie. Et puis alors après il y a aussi mon fils à aller chercher à l'école, donc ça c'est le petit moment où ça me fait une petite pause. Et après il m'arrive très souvent, après être passé le chercher à l'école, de continuer de travailler le temps de terminer ce qu'il y a à faire. Mais j'aime ce côté vraiment atypique où les journées ne se ressemblent pas. Ça c'est vraiment chouette quoi. J'adore. D'accord. Mais tu peux avoir des journées hyper chargées, c'est-à-dire de 12h, 14h peut-être par jour, et puis des journées assez courtes. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ça peut être des demi-journées, ça peut être même des fois 2 heures, ou juste le temps d'ouvrir un dossier, de le refermer parce que je devais faire ça, et plutôt que d'y penser toute la journée, je vais le faire. Donc, ou alors je le note. Varié, en fait, les journées. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Okay. Nous avons beaucoup de chance aujourd'hui pour avoir une invitée comme Sandrine, parce qu'en fait, avec son expérience de travailler dans le finance, dans le courtage, elle pourrait nous dire sur la situation du marché actuel. Alors, ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette situation-là? Alors, personnellement, je vais quand même pas aborder ce sujet parce que c'est fâcheux. Non, honnêtement, c'est un marché qui reste compliqué. Après, c'est pas impossible déjà. C'est en bonne voie de s'améliorer. Déjà, en fin d'année, les banques vont devoir faire du chiffre, hein, donc elles vont plus prendre de dossiers. On voit un petit peu, ça change, mais c'est très minime pour l'instant. Et la météo annonce peut-être vraiment une meilleure situation immobilière, même financière début 2024. Après, on va voir si la météo dans sa boule de cristal a raison, hein, parce que ça j'attends de voir, mais de toute façon ça doit se déboucher, ça c'est sûr. Après, en fait, moi je dirais, il n'y a pas forcément de mauvais moments. Il y a toujours des particularités, des choses qui rendent la situation difficile, hein, les nouvelles lois comme je disais tout à l'heure ou autres. Après, moi je dirais, c'est surtout en fonction de la situation des clients, où là ça va aussi se décider parce qu'il y a le marché, mais il y a des critères de base qui font que le projet va peut-être pouvoir se réaliser immédiatement, ou plus tard, ou pas du tout, le temps de changer certains paramètres. Voilà. Donc je pense que ça tourne autour de ça, mais faut se dire si le projet à être envisagé, c'est que déjà c'est peut-être le bon moment. Donc moi je dirais il n'y a pas forcément de mauvais moment. Alors oui, on dit tout le temps c'était mieux avant, mais c'est bien aussi aujourd'hui et c'est peut-être mieux demain. Faut être optimiste. Hein. Sinon on n'achète jamais, on se lance jamais. Moi j'ai beaucoup eu de clients où on a eu des clients en commun où ils avaient du mal à se lancer et l'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de les réconforter et de les rassurer. Du moment que le financement et l'ensemble du dossier tient la route, où il y a le plus de oui dans le dossier que non, il n'y a jamais un dossier parfait, hein. De toute façon ça n'existe pas, pour moi ça n'existe pas ou c'est très très rare, donc faut pas avoir peur de ça, hein. Donc si j'ai bien compris, on reste optimiste. Ouais, il faut passe à l'action. Ouais, moi c'est ça, de toute façon faut foncer et c'est vrai qu'en mesurant dans les dossiers s'il y a au moins 0,01 chance, ça mérite au moins d'être étudié, ça coûte rien, de toute façon c'est gratuit, donc au moins voir un peu, et puis si c'est pas maintenant c'est peut-être plus tard, et puis au moins on saura pourquoi le projet n'est pas forcément réalisable, quel que soit le délai en fait. Là, on avait parlé de contexte en général, mais là, si on prend un cas concret, par exemple une famille qui veut l'acheter, ils ont les capacités d'emprunt. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est le meilleur moment pour acheter un bien immobilier? Ouais, moi je dirais, c'est le bon moment en fait. Après, tout n'est pas figé parce qu'on se dit, les taux ils sont pas terribles, hein, c'est pas... En fait, on s'en fiche parce que déjà, oui, les taux sont ce qu'ils sont actuellement. Moi, quand j'ai acheté, c'était à peu près ces taux-là et j'étais super contente. C'était, il y a 10-15 ans, mais c'est pas forcément dramatique. Et puis, si le marché était amené à baisser de nouveau, en fait, il y a le rachat de prêt. Donc, il faut juste se tenir au courant. Et puis, quand même, si on comprend rien, ce qui se comprend, hein, chacun son domaine, hein, donc c'est pour ça, c'est l'intérêt de faire appel à un professionnel. C'est juste d'étudier, voir le gain dans tout ça, le coût du crédit, ce que ça peut faire et tout ça. Et puis si vraiment ça vaut pas le coup, en fait on change rien. Donc c'est vrai qu'il y a plein de solutions alternatives, des plus ou moins. Alors le rachat de prêt on connaît, hein, après il y a pu avoir la modulation, il y a le rachat partiel où on réinjecte de l'apport, il y a plein de choses en fait, mais il faut le savoir. Et le tout c'est vraiment d'interroger pour voir un peu ce qui se passe et les solutions qui se portent. Donc on se lance et puis après
après on voit ce qu'on peut faire. Mais moi je pense que ça vaut le coup parce que le projet il est maintenant, s'il vient à l'esprit, c'est important parce que ça veut dire que déjà les clients ils sont prêts à ça psychologiquement, parce que ok il y a le financement, mais psychologiquement, c'est pour ça que je parle d'humain, parce que si les gens ne sont pas prêts, de toute façon ça sert à rien de se lancer, ça sert à rien de se stresser, avoir des mensualités où c'était pas du tout ce qu'on voulait, on s'engage pour une durée quand même assez longue, ça n'a aucun intérêt de se lancer à contre-cœur, et que ce soit ça ou dans un autre projet, mais là c'est de ça dont on parle. Donc on peut l'acheter, par contre, si j'ai bien compris, il faut être bien accompagné par des professionnels. Ouais. Pour être bien conseillé, avoir un projet qui ressemble, et c'est ce que je dis en rendez-vous aussi, c'est hyper important. Alors les clients ne peuvent pas dire moi je veux ça, ce sera comme ça, mais moi je suis à l'écoute pour ça aussi, dans le sens où j'essaye au maximum que leur projet leur ressemble, c'est-à-dire en termes de mensualité, de durée, où il y a la planète qui parle, c'est marrant, il faut rester concentré, ou l'apport, si il faut mettre de l'apport, et si c'est possible, ce qui est possible de faire. En fait, moi j'ai la technique, ils ont les détails de leur projet, et là on forme une équipe et on avance ensemble. Tu me parlais de bon accompagnement. Alors, comment choisir un bon courtier ? Alors, c'est une bonne question. Moi, je dirais en dehors, bien sûr, de la connaissance qui est basique, mais moi, je dirais c'est le feeling, en fait. Ouais. Je ramène encore à l'humain, mais c'est vrai que si on sent pas, si le courant passe pas, on est au moins collés ensemble, entre guillemets, pendant 3 mois. Déjà, ça part pas bien. Il faut se sentir à l'aise, et moi, c'est vrai que j'aime bien déjà le premier objectif que j'ai à mon premier rendez-vous, c'est de faire rigoler les gens. Ouais. Moi, il faut qu'ils repartent au moins en ayant fait un sourire où on sent un peu une détente. Parce qu'au moins ça casse un peu la glace, et ça brise la glace, et ça met à l'aise. L'idée, elle est très bavarde, elle est plus bavarde que moi. Et du coup, c'est vrai que l'idée de les mettre à l'aise, en fait, déjà, c'est qu'ils seront plus aptes à écouter ce que je dis. Et l'idée aussi, c'est ce que je dis aussi souvent en rendez-vous, c'est de ne pas les perdre en route, parce que s'ils comprennent rien et qu'ils partent de là pas à l'aise, et en plus ils n'ont rien compris, là on n'est pas bien barré. Donc c'est vrai que c'est mieux. Et en général, ça va. L'objectif est atteint en dehors, bien sûr, des explications de base que j'ai. Il y a un soir, parce que j'aime bien faire le clown aussi, pour montrer que dans la finance, on n'est pas non plus que des vieux pénibles, rigides. Loin de là, on peut rigoler et parler de choses sérieuses en même temps. Donc du coup, ça dédramatise, et en plus, j'apporte un vocabulaire plus simple, du jargon financier, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots, quand on n'est pas dans le milieu, où on pourrait pas comprendre, et c'est important aussi, et ça. Donc c'est tout un ensemble. Et voilà, moi, si je peux conseiller, un courtier, ça doit pas vous ressembler, mais il faut vraiment se sentir en confiance. J'ai leur confiance, et moi, en échange, je leur apporte de l'accompagnement, comme on a dit tout à l'heure. Donc tout d'abord, la confiance. Ouais, je pense, oui, parce qu'ils confient leur dossier toute leur vie, donc du coup c'est un peu intrusif, parce que on pose beaucoup de questions pour pouvoir défendre le dossier aussi, donc c'est important qu'on le connaisse, et l'appréhension de me dire les choses souvent. Moi je leur dis, je suis de votre côté, en fait, je suis pas contre vous, donc c'est important de me dire les choses, même si parfois c'est pas évident, parce que ça peut cacher des blessures de la vie, ça peut être des limites, des craintes, tout ça c'est à tenir compte, parce que c'est comme ça, en fait, en comprenant un peu comment les gens fonctionnent, forcément ça fonctionne bien, et tout le monde ne fonctionne pas pareil non plus, donc après moi je pourrais aller défendre le dossier de mes clients comme si c'était le mien, et c'est comme ça que je procède, et on lâche rien. Voilà, on a compris, je crois. On va juste, je pense que tous apprendre, on lâche rien. Ouais. Allez, on reste positif. Une fois choisi son courtier, comment obtenir un prêt immobilier ? Alors, comment obtenir un prêt immobilier ? Alors déjà, on a énormément de critères. Je ne vais pas rentrer dans la formation de courtage, parce que c'est pas l'idée. On va dire, pour simplifier le terme, c'est plutôt les règles du jeu. Ouais. Alors on va appeler ça des normes HCSF, mais alors les clients ne les connaissent pas, mais moi je les ai en tête dès le premier contact.
Et l'idée, c'est aussi de les coacher un peu souvent, par exemple, par les tenues de compte qui sont pas forcément, qui correspondent pas aux attentes des banques. Où moi je vais leur dire voilà, il y a ça, va falloir faire attention, notamment par exemple sur des débiteurs ou des choses comme ça, ou de mettre un petit peu d'épargne aussi. Alors c'est pas donné à tout le monde, hein, ça on est d'accord, surtout avec le contexte actuel, mais c'est toujours un plus. Après, faut pas se dire non mais de toute façon ça sert à rien, je vais laisser tomber mon projet immobilier, c'est mort d'avance. Non, en fait, laisser un professionnel en juger et voir un peu les solutions qu'on peut apporter avant juste de se fermer la porte bêtement, alors que ça aurait pu être possible. Vraiment, le nombre de fois où j'ai eu des clients, non, c'est pas possible, et ils sont sortis. Alors on n'est pas des magiciens, hein, ça c'est clair, mais faut pas se torpiller avant même d'avoir essayé. Vraiment, ça vaut le coup, quoi. D'accord. Là, je vais te donner un exemple. J'ai des amis qui ont du mal à passer cette cape en fait et imaginer qu'ils peuvent acheter une maison parce qu'ils disent que il faut un apport personnel et ils ont du mal à accumuler de l'argent. Est-ce que tu as des conseils à donner pour les gens qui ont du problème peut-être un peu avec les finances, comment améliorer en fait sa situation financière pour plus tard acheter un bien immobilier? Alors, c'est une super question. Moi, ce que je pourrais recommander, c'est effectivement quand le projet commence à mûrir et à arriver comme ça dans la discussion, c'est déjà de faire attention juste à la fin de mois à pas finir en négatif. Ça, c'est déjà la base. Alors, un mois, ça s'explique, hein, il y a des choses qui s'expliquent, mais ça, c'est vraiment parce que c'est pas que une question d'apport ou même de revenus, c'est aussi les relevés de compte, ça prend une énorme place. Aussi, alors il y a l'épargne dont je parlais tout à l'heure, il y a des supports qui existent, par exemple l'assurance vie, livret A, parce que l'assurance vie ça peut être bloqué, LEP, PER, enfin voilà. Il y a plein de supports qui existent, même pas beaucoup par mois, mais de manière à déjà avoir une rémunération sur l'épargne. Ça c'est bien. Alors c'est moyennement, c'est pas forcément la finance, mais c'est lié de toute façon. Et aussi, alors si vraiment on se dit je comprends rien, de toute façon ça m'intéresse pas, c'est pas grave, il y a aussi encore des professionnels pour ça, ça s'appelle des conseillers en gestion de patrimoine, des CGP, qui sont là pour justement optimiser tout ce qui est patrimoine financier, que ce soit justement la manière d'épargner ou d'économiser, ou alors aussi fiscalement d'avoir des solutions par rapport à ça. Et sinon, donc en revenant à ta question, je rebondis un petit peu aussi. Donc, je vais finir sur l'optimisation pour préparer un prêt immobilier. Ça peut être aussi économiser sur ses dépenses quotidiennes. Je sais pas, voir si le forfait mobile il est pas trop cher. Alors, c'est des petites dépenses, mais ça contribue parce qu'en fin de mois, des fois, ça peut vous mettre dans le rouge par rapport à ça. Et sinon, donc par exemple, des clients qui ont juste un minimum d'épargne, je sais pas moi, 5 000 €, faut pas se dire non mais j'y arriverai jamais, de toute façon c'est pas possible, je pourrais jamais acheter. Non, c'est pas vrai, même avec le contexte particulier, pour pas dire compliqué, on peut faire du surfinancement. Alors qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est juste on met 0 apport et on laisse la banque tout prêter. Alors, je dis pas que c'est accessible à tout le monde, parce que ça reste une faveur aux yeux de la banque. Si le dossier est irréprochable, moi du surfinancement, j'en fais encore pas mal aujourd'hui. Ça, c'est vraiment, ça m'a jamais arrêté, et ça c'est pareil, je mesure la faisabilité, bien sûr, de cette voie-là. Si c'est pas possible, je dirais, écoutez, on va travailler ensemble un certain temps, et il va falloir essayer de mettre de côté. Ou il y a aussi la donation qui peut être envisageable. Après, c'est pas donné à tout le monde non plus, mais il y a plein de solutions. Et ça se discute de toute façon en fonction de leur situation aussi. Je te remercie Sandrine pour ces réponses. Aujourd'hui, je pense que nos amis ils ont eu pas mal de réponses et puis surtout des clés comment obtenir son prêt immobilier. Voilà, d'être bien accompagné, d'avoir un peu de l'argent sur le côté et avoir cette habitude en fait de contrôler ses finances, c'est important pour réaliser ses projets en fait, soit dans l'immobilier, soit dans les autres domaines. Donc je te remercie pour venir chez Sultan. Merci à toi en tout cas. Et partager ton expertise.
Si vous avez aimé ces vidéos, laissez un petit commentaire et dites-nous quel genre de vidéo vous voulez voir, quel genre de professionnel vous aimeriez écouter. Merci beaucoup et puis je vous dis bye bye. Bye bye. À la prochaine. Et un petit like. Un petit like. Bravo. Alors, Je me suis dit, merde, là je vais bafouiller et tout, en fait ça va. ah, Mais en fait c'est des imprévus comme ça, mais ça... ouais. C'est Mais bon. J'ai pas enregistré, je suis crise. Ouais, c'est ça, sûr. Ouais, super, ok. Cache ton micro.